Madame Obono. Oui, merci Madame la Présidente. Déjà, pour rappeler qu'il s'agit là de sous-amendements de repli et un peu de dépit, puisque nous avions travaillé avec notamment le collègue Gérard sur ces questions dans le cadre du groupe d'études présidé par le collègue Lachaud, et nous avions, je crois, construit un consensus, y compris avec les collectifs de personnes concernées, qui s'alignaient aussi sur les recommandations internationales pour l'interdiction de ce que les mêmes personnes concernées décrivent comme des mutilations. Et donc, c'est vrai que lors de ce débat en première lecture, nous avons eu la mauvaise surprise de voir arriver cet amendement décidé et négocié au sein de la majorité qui revenait en fait sur cette position de consensus. Et donc, nous voilà obligés de sous-amender. Dans ce cas, il s'agit de compléter l'alinéa 4 pour s'assurer que seuls les centres ayant démontré leur aptitude à respecter les droits humains soient habilités. En effet, certaines pratiques interventionnistes méconnaissent le principe d'intégrité du corps ayant pu être constaté. Il s'agit donc de s'assurer qu'aucun enfant présentant une variation du développement génital ne soit mutilé. Et je crois que, en référence à toutes les positions au niveau international et le travail fait par les collectifs de personnes intersexes, c'est vraiment le strict minimum qu'il faudrait intégrer dans cet article. Oui, je crois que le débat ne porte pas vraiment sur le fait qu'il y a des opérations qui sont bien menées ou qui seraient bien pratiquées et d'autres qui le seraient mal et qui seraient des mutilations. C'est le principe même de l'opération qui est considéré par toutes les instances dont on vous a parlé comme une mutilation. Parce que ces opérations s'exercent sur des personnes qui n'ont pas donné leur consentement et que le principe même de l'inviolabilité du corps humain, de l'intégrité physique et de l'autodétermination de ces personnes est remis en cause par la pratique elle-même, qu'elle soit faite par de grands chirurgiens, des gens très bien techniquement, qui ont de beaux principes, ne change rien au fait que l'opération elle-même, telle qu'elle est faite, même avec toute la bonne volonté, la bonne technique et les bonnes intentions, est une mutilation. Du point de vue même de ces principes fondamentaux. Et c'est exactement ce que disent les personnes concernées. Et voilà pourquoi nous en sommes réduits à proposer ces sous-amendements. Mais le véritable borne, c'est l'interdiction. Or, nécessité vitale. Et vous avez eu les auditions et vous avez fait les recherches et vous savez que ce dont on parle, et c'était très bien que vous notiez qu'il ne faut pas parler d'anomalies, ce ne sont pas des anomalies, ce sont des variations. La question, c'est comment on fait en sorte pour que, en tant que société, on accepte le fait de ne pas assigner obligatoirement, systématiquement, à un genre, à un sexe, une personne, en dehors de sa propre volonté. Et c'est de ça qu'il est question. Merci Madame Obono. Monsieur Delatte. Oui, alors, par ce sous-amendement, nous souhaitons préciser que les centres de compétences doivent comprendre dans leur composition des représentants et représentantes des associations de personnes concernées, afin que le point de vue de ces enfants devenus adultes soit aussi pris en compte. Et ça répond à l'intervention précédente du collègue. Par ailleurs, pour compléter la discussion, je pense que c'est important, quand on regarde les chiffres, il y a de fait, par rapport au nombre d'opérations et qu'on compare avec les chiffres de l'assurance maladie, non pas une diminution, mais en fait une augmentation. On parle de 10% d'augmentation depuis 2006. Donc en fait, c'est justement sur la base aussi de cette réalité-là, qui n'est pas à l'acceptation en fait de ces personnes en tant que telles dès la naissance, mais qui est à l'assignation forcée qu'on est confronté. Voilà pourquoi cette interdiction s'impose de notre point de vue, et en attendant qu'au moins les personnes concernées puissent donner un avis et apporter un éclairage dans les décisions qui sont prises au sein de ces centres. Oui, c'est un sous-amendement de clarification pour que l'on précise que la stérilisation d'un enfant doit être consentie par cet enfant et qu'il doit aussi recevoir
quelle l'information prévue par ce texte, sans quoi il y a là une atteinte grave au principe de sauvegarde de dignité de la personne humaine. C'est le type d'intervention sur les questions de stérilisation qui sont irréversibles, qui ont des conséquences. Et je crois que là, encore une fois, c'est précisément ce à quoi nous faisons référence depuis le début, c'est la question des droits humains, c'est précisément ça. En comprendre la portée n'est pas simplement connaître le texte, mais savoir qu'est-ce que ça veut dire. Un enfant est un être humain qui doit être respecté, qui doit être protégé et qui a aussi son libre arbitre et un consentement. Et je crois qu'on ne peut pas considérer que ce soit uniquement les personnes qui ne seront pas affectées directement par les conséquences de cette opération qui devraient avoir un avis et ça tombe sous le sens qu'il faille informer l'enfant qui doit avoir consenti personnellement à son opération, sinon on entérine le fait qu'on nie ses droits et on viole ses droits humains. Merci Madame la Présidente. Alors c'est un amendement qui vise, qui est issu d'abord d'échanges et de travail effectués au sein du groupe d'études sur les discriminations et les LGBT-phobies. Et c'est un amendement qui vise à ce que tout acte médical de conformation sexuée, hors cas d'urgence vitale, soit différé pour être préalablement soumis au consentement de la personne elle-même, personnellement exprimé, après avoir reçu une information adaptée et avoir pu prendre pleinement conscience des conséquences d'une telle opération. Il s'agit d'un amendement à l'alinéa 7, puisque l'alinéa 7, je vous le relis, indique que le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Donc il y a bien là une conditionnalité que nous proposons de transformer en impératif, et dans le cas où le mineur, la mineure n'est pas apte, que l'opération soit, ou l'intervention soit différée. Ça nous semble être le strict et le simple respect de principes fondamentaux dont nous avons déjà parlé, le respect de la dignité humaine, le respect de l'intégrité, du droit à l'autodétermination, le consentement, un consentement réel ne peut être, s'il ne peut être donné, l'acte et l'intervention d'autrui sur son propre corps ne peut être permis. Et je crois que si ce texte bioéthique porte véritablement son nom, on est au cœur d'une question éthique fondamentale. Et c'est un amendement qui doit être adopté, sans quoi, en fait, comme l'a dit notre collègue Lachaud, tout ce que nous permettrons, c'est d'encadrer des pratiques qui sont aux antipodes de l'éthique républicaine et démocratique. Merci. Article 1096, Madame Obono. Merci, Madame la Présidente. Alors, je pense qu'on essaie tous, et depuis le début de l'examen de ce texte, déjà en première lecture, d'avancer dans un débat apaisé ou passionné. C'est pas la question, parce que quand même, c'est des questions éthiques, oui, pour ce qui est en tout cas de cet article. C'est pas le cas de notre point de vue pour la PMA, mais sur plein d'enjeux qui interrogent, y compris individuellement, chacun et chacune. Et je crois que ce sur quoi on achoppe précisément sur cette question, et c'est peut-être pour ça qu'il y a l'expression d'un certain nombre de frustrations, ou de malaise, ou de manque de compréhension, on parle de cas, et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, extrêmement lourds, extrêmement graves, y compris, je voulais rappeler que ces interventions dont on pense, nous, qu'elles n'ont pas lieu d'être, puisque ce sont des interventions qui portent sur des organes sains, des parties du corps qui ont une variation, mais pas de pathologie en soi, sont elles-mêmes, ces interventions, déclencheuses de pathologies, qui signifient pour les personnes concernées des traitements très lourds, et on l'a dit, y compris de nouvelles opérations. Donc en aucun cas, elles ne règlent de problème puisqu'il n'y en a pas en termes physiques. Elles en créent un certain nombre et pour le reste de la vie de ces personnes. Voilà pourquoi nous, dans cet amendement, nous proposons d'insérer
après l'alinéa 7, une précision qui indique que sont dépourvus de nécessité médicale et interdits les actes de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d'une personne, sauf en cas d'urgence vitale ou de consentement personnellement exprimé par cette dernière, même mineure. Et je crois que c'est une proposition qui cadre ce qui devrait être cadré et permet d'interdire ce que le monde entier nous demande d'interdire avec raison. Merci, madame. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous avions une interrogation sur cet amendement, en plus du sous-amendement, puisqu'il nous semblait qu'actuellement, en fait, il est permis de ne rien mettre, voire de mettre indéterminé. Et d'une certaine manière, là, avec cet amendement, on consolide une vision extrêmement binaire qui nous semble problématique parce que la réalité n'est pas binaire. Il y a effectivement des variations qui n'ont rien de pathologique ou d'anormal et qui sont tout simplement. Par ailleurs, donc peut-être que monsieur le rapporteur, vous nous corrigerez, infirmerez ou confirmerez ce que je viens de relever. Et par ailleurs, sur notre amendement, il nous semble que le délai d'un mois qui est inscrit est beaucoup trop court pour déterminer de quel sexe déclarer une enfant. Les examens médicaux complexes nécessitent plus de temps que ça. Et en plus, il s'agit d'éviter aussi des erreurs d'assignation. Et pour cela, il faut attendre que l'enfant détermine son genre, ce qui survient, selon les études, entre 3 et 7 ans, au moment où l'enfant apprend la langue et se situe dans le système grammatical. En pratique, la circulaire de 2011 imposait un délai de 1 à 2 ans, mais les chiffres obtenus auprès de l'INSEE par un projet de recherche financé par la mission Droit-Justice montrent que dans le cas où la dérogation était donnée, l'inscription avait lieu souvent au-delà de cette période. Donc voilà pourquoi il nous semble préférable de ne mettre aucun délai, que de toute façon les manières de faire des autorités n'auront pas la possibilité de contrôler, comme en atteste par ailleurs la pratique actuelle. Merci, monsieur le rapporteur, sur le sous-amendement 1805. Sous cet amendement, Madame Obono, oui. Alors l'arrêté de 2011, on le connaît, bien entendu, et un mois, ça ne suffit pas. Simplement, pour des raisons, je dirais, administratives de personnalisation pour l'assurance maladie, etc., à un moment donné, il y a un sexe, il faut mettre dans une case féminin ou masculin. Bon. Donc, et là, on a obtenu 3 mois. C'est peut-être pas suffisant. Mais par contre, ce qu'on a obtenu, c'est que s'il y a une modification du sexe à faire à partir de ces 3 mois, ce soit une procédure extrêmement simplifiée qui n'utilise pas l'avocat et des coûts supplémentaires. Donc je crois que c'est très important parce qu'on ne pouvait pas aller au-delà de ces 3 mois, mais par contre on simplifie la procédure.